1, on va pouvoir démarrer parce qu'on a un webinaire qui s'annonce très très dense et passionnant. Donc moi, je suis Frédérique Rousseau, directrice innovation, qualité, développement durable des territoires et des filières chez Atout France. Donc on est ravis de vous accueillir avec Marianne pour ce nouveau webinaire dédié au cyclotourisme pour faire un petit peu l'état des lieux, des enjeux, du développement des cycloroutes en France. On sait que c'est un levier très important. Il y a le développement de la filière dans le cadre de France 2030 qui est vraiment à l'honneur. On va développer aussi le Made in France, hein, beaucoup des vélos, et puis développer cet usage, cette économie aussi de l'usage du partage et intégrer des services aussi tout au long des parcours pour permettre des expériences utilisateurs toujours fluides et permettant l'émerveillement tout au long du voyage à vélo. Donc pour ça, on accueille des invités vraiment experts et puis des startups. Voilà, comme d'habitude, on garde le rythme. Donc je vais laisser Marianne présenter nos invités et je vous remercie vraiment tous. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on fera un petit temps de questions-réponses après l'intervention de Basile et de l'ADEME et de Claire de la Loire à vélo et puis à la fin des pitchs de startups. Voilà, pour essayer de tenir dans 1 heure. Si on déborde un petit peu, c'est pas grave du tout. Voilà, je vous laisse et bon webinaire à tous. Merci. Bonjour à tous, donc on est ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition des webinaires Tourisme Innov. J'aimerais pouvoir passer à la slide suivante, mais je n'arrive pas. On est ici. Hop. Donc je suis Marianne Geneste, chef de projet innovation. On a aussi dans l'équipe innovation donc Fatih Olsey qui s'occupe plus particulièrement des appels à manifestation d'intérêt qui sont en cours. Il y a une 3e édition qui a été lancée. Et donc Frédéric, directrice innovation, qualité et développement durable des filières et des territoires. Donc comme le disait Frédéric, on a un programme très chargé aujourd'hui, un programme dense et très intéressant. Donc on a le plaisir d'accueillir Basile Leclerc de Bussy pour l'ADEME qui nous présentera le programme Développer le vélotourisme. On aura aussi donc Claire Clément de la Loire à vélo qui nous présentera notamment les pistes de développement pour 2030. Et on aura également le plaisir de vous présenter donc 4 solutions innovantes, parmi lesquelles donc Théodore pour Dolce Via, qui est un planificateur d'itinéraires à vélo, Alexandre pour Oali, donc qui cartographie les points d'eau disponibles à proximité, Célian pour Cyclocamp, qui propose différents modules pour accueillir les vélotouristes, et enfin Pierre-Jean pour Deliverbag, qui assure le suivi des bagages tout au long du voyage à vélo. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Basile pour nous présenter le programme Développer le vélotourisme. Merci Marianne, bonjour à tous. Merci Frédéric pour la présentation. Donc concernant le programme Développer le vélotourisme, est-ce que vous m'entendez bien là juste Oui, déjà très bien, parfait. 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 Bah, on peut passer à la slide suivante, faire une petite présentation de l'ADEME. Donc l'ADEME a 2 missions: lutter contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources, et en même temps de donner les moyens de progresser vers une société donc plus économe en ressources, plus sobre en carbone et plus juste. Il y a différents domaines d'intervention, donc il y a le tourisme bien sûr, l'énergie, l'économie circulaire, l'alimentation, mobilité, etc. En termes de modalités d'intervention, à l'ADEME, on conseille, on facilite, on aide aussi au financement de nombreux projets, et notamment grâce à ce dispositif, à la fois de la recherche, donc avec le financement d'études, jusqu'au partage de solutions. On met à disposition aux différents acteurs la possibilité d'utiliser les études qui ont été faites par l'ADEME. Il y a différentes cibles, donc globalement c'est vous, les cibles, en tant que citoyen, en tant qu'acteur économique, mais aussi en tant que territoire. Passer à la slide. Donc, le dispositif Développer le vélotourisme, il s'inscrit à la suite en sortie de crise sanitaire, où le gouvernement a souhaité mettre en place un plan Destination France, à la fois pour établir vraiment la France comme étant la première destination touristique mondiale, qui elle est déjà, mais aussi pour faire des investissements en tourisme durable, pour devenir la première destination de tourisme durable. Donc avec ça, on a le dispositif
développer le vélotourisme qui est né, donc à la fois sur de l'aide à l'investissement et sur du financement d'études. L'aide à l'investissement, c'est ce qu'on va voir plutôt aujourd'hui, donc ce qu'on appelle l'axe 1 sur la labellisation accueil vélo. Et donc ce dispositif, il fonctionne en tant qu'appel à projet, qui est ouvert de manière donc, continue jusqu'en 2025. Il y a différents appels à projets qui se succèdent et qui dépendent aussi de la disponibilité budgétaire. Je vous ai mis le lien juste en dessous pour candidater à ce dispositif. Et ensuite, je vais vous montrer comment devenir accueil vélo, voilà, qui est, donc, on peut passer juste ensuite. Parfait, merci. Donc, la marque Accueil Vélo, c'est une marque nationale développée par France Vélo Tourisme, qui est donc vraiment adaptée aux besoins des touristes le long des itinéraires. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accueil chaleureux, des services dédiés aux cyclotouristes et aussi des équipements adaptés, donc pour garer leur vélo, pour sécuriser leur bagage, par exemple. Donc le label, c'est vraiment un gage de confiance pour les clientèles à vélo, et c'est aussi la promesse d'un accueil de qualité. Donc pour adhérer à ce label, donc c'est un forfait de 200 € avec une validité de 3 ans. Donc ça, c'est pour les bases d'accueil vélo. Nous, on peut passer à la sélection. Pardon. Donc, pourquoi devenir accueil vélo au départ? Donc, déjà pour attirer une nouvelle clientèle. Les études montrent que les touristes à vélo dépensent plus que les touristes classiques. On est à 68 € par jour par touriste à vélo, contre 55 € pour les autres types de touristes. Ça permet aussi d'élargir l'amplitude saisonnière, c'est-à-dire que les touristes à vélo, ils voyagent en toute saison, finalement. Vraiment, on voit des fréquentations des itinéraires tout au long de l'année. Ça permet aussi d'intégrer un réseau national. Aujourd'hui, il y a 8500 sites labellisés Accueil Vélo. L'objectif, c'est qu'en 2030, il y en ait 20 000. Donc vraiment, l'idée, c'est de développer cette labellisation et d'être dans des endroits qui sont pas forcément accessibles et là où il n'y a pas forcément d'offres, par exemple d'hébergement à la nuitée ou ce genre de choses. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'amener ces vélotouristes à ces endroits-là qui sont pas forcément disponibles pour l'instant. Il y a aussi ça permet aussi de gagner en visibilité. Accueil Vélo, c'est donc une marque de France Vélo Tourisme, comme je le disais un peu plus tôt. C'est référencé sur leur site. Justement, France Vélo Tourisme a vocation à devenir le site, on va dire, de mise en avant du tourisme à vélo en France. Donc vous avez donc vraiment ce petit label, juste le petit label Accueil Vélo. Vous avez aussi la possibilité de mettre des widgets finalement sur vos signatures, sur vos communications de ce réseau. Le dispositif, il est plutôt pour ces 5 typologies de sites, donc à la fois office du tourisme, donc que ce soit une office de tourisme privé ou alors institutionnel, halte et ports fluviaux, sites touristiques, hébergement, restaurant. Le label est aussi pour les loueurs et réparateurs de vélos. En revanche, ils sont pas éligibles aux aides de l'ADEME. Donc, pour devenir accueil vélo, il faut d'abord se rapprocher d'un référent accueil vélo du territoire. C'est lui qui va qui va vous permettre de savoir si vous êtes éligible ou pas, et ensuite de vous donner le cahier des charges en fonction de la typologie de l'établissement. Donc l'idée, c'est vraiment de développer le plus et d'installer le plus d'équipements possible pour avoir le meilleur service et la meilleure offre de service pour les cyclotouristes. Donc ça va de l'emplacement de stationnement avec des arceaux à une borne de recharge VAE, borne d'autoréparation, gonflage, borne multifonction ou même des consignes à bagages, notamment sur les sites touristiques. Donc l'ADEME octroie des aides autant pour obtenir le label Accueil Vélo, mais aussi pour améliorer l'offre de service pour les personnes qui sont déjà Accueil Vélo. L'idée, c'est vraiment d'implanter, comme je le disais un peu plus tôt, le maximum d'équipements sur le lieu. Donc là, c'est un petit tableau que vous retrouverez aussi dans le règlement de l'appel à projet qui donne les plafonds sur les différentes
typologies d'équipements. Donc sur les arceaux, en fait, on est à 55% du montant hors taxe recevable maximum sur ces équipements. Et ensuite, il y a des plafonds en fonction des différents types d'équipements. Donc, par exemple, un arceau correspond à 2 emplacements. Donc, il y a un plafond à 300 euros par arceau, voilà, par exemple. Voilà. On nous pose souvent la question, est-ce qu'un arceau, c'est un vélo ou est-ce que c'est 2 vélos? Donc, vraiment, un arceau, c'est 2 emplacements, quand on parle d'emplacement. Mhm. C'est la suivante. Donc, par exemple, là, je vais vous donner, enfin, là, c'est un petit exemple justement. Donc, un site touristique qui est situé à proximité d'une véloroute, qui est inscrite au schéma national. Donc, l'idée, c'est de développer l'offre d'accueil vélo pour les touristes à vélo, avec l'installation d'équipements obligatoires et à la fois facultatifs. Donc, l'abri avec support pour vélo, donc ça, c'est obligatoire. On voit le taux de financement à 55%. Qui permet d'avoir le chiffre à votre droite. Et donc, finalement, on voit à 55% sur un coût du projet à 13 997 euros. Il y a un montant d'aide qui est de 7 698. Voilà, donc c'est vraiment une aide à la labellisation et à l'investissement pour ce type d'équipement. Mhm. Bien, hop, voilà. Si jamais vous avez des questions, on a une boîte mail qui est dédiée, donc vélotourisme@adem.fr. Vous pouvez aussi les poser sur le chat, on y répondra juste après. Et dans la slide suivante, je vous ai remis normalement le petit lien pour candidater à l'appel à projet. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Basile. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, on pourra y répondre, les intervenants aussi, au fur et à mesure du webinaire. Et pour information, on ne l'a pas précisé en introduction, mais ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur notre site internet atoufrance.fr. Dans la rubrique Innovation, vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les éditions précédentes de nos webinaires. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, nous avons Isabelle qui nous dit que de nouveaux référentiels accueil vélo seront opérationnels à partir de 2025. Il y a un travail de refonte en cours de finalisation via France Vélo Tourisme et ses partenaires. Donc ça, c'est plus une information qu'une question. On a le lien de l'appel à projet et puis plein de petits mots gentils. Donc voilà, pas de questions. C'était très clair, c'était limpide. Basile, merci beaucoup. Merci. On va passer à... Vous pouvez... Ah pardon, pourriez-vous nous confirmer si le critère des 5 km sera supprimé en 2025? Alors, oui, 5 km seront supprimés en 2025. Enfin, c'est le nouveau référentiel, justement, dont parlait Isabelle Duché plus tôt, Oui, qui va être mis en place donc, à partir du 1er janvier 2025. Voilà. Pour très l'instant, bien. ça ne fait pas encore partie, nous, de notre appel à projet, puisqu'on était sur les critères actuels. Voilà, donc ça va évoluer, hein, les appels à projet évoluent, et donc, justement, ce sera pris en compte. Alors, il y a une personne qui n'a pas de son, Bénédicte. Désolée. Isabelle, vous nous entendez? Si je mets mon son, Non, mais je ça pense va faire un écho. elle confirme que pour le référentiel. Oui. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, on pourra y répondre, même on fera une session de questions-réponses à la fin. Juste pour finir sur l'accueil vélo, là, comment connecter les établissements d'accueil vélo et une OTA? Une dernière question pour Euh, Basile. oui, juste, je suis pas très à l'aise avec les sigles pour l'instant. Une OTA, pardon. Alors, pouvez-vous préciser votre question? C'était utilisateur inconnu, donc je ne sais pas qui. Online Travel Agency. Donc, Ok, une agence de alors ça, voyage je vous avoue que j'ai digitale. pas la réponse. Je vais me renseigner auprès de France Vélo Tourisme. N'hésitez pas à la poser sur le Ça site du marche. dispositif Très bien. vélotourisme.adem.fr. Merci. Réponse à venir. Merci. Merci Basile. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Claire Clément pour nous présenter le dispositif La Loire à vélo et les projets futurs. Bonjour à tous et merci du coup pour l'invitation d'abord. Et j'en profite aussi pour faire le lien avec la présentation juste d'avant de l'ADEME. Merci aussi à l'ADEME qui finance certains des projets de la Loire à vélo. Et je vous encourage vivement
à vous rapprocher de ce dispositif parce qu'il est très efficace et c'est assez facile à mettre en œuvre. Du coup, moi, je vais vous faire une présentation sur la Loire à vélo et le contexte dans lequel on s'inscrit aujourd'hui au niveau du cyclotourisme et pour vous montrer en quoi aujourd'hui l'innovation dans le monde du cyclotourisme et du vélo est essentielle pour nous en tant que véloroute. Je peux avoir la slide, ouais, parfait. Voilà, bon, du coup, ça, c'était juste mon petite intro. Du coup, je vais commencer par vous présenter un petit peu la Loire à vélo et qu'est-ce qu'elle est. Si je peux avoir juste la slide suivante, ça sera plus clair. Voilà, super, merci. Du coup, ça, c'est la carto de la Loire à vélo. Donc, comme vous pouvez le voir, on va de Cuffy du côté de Nevers jusqu'à Saint-Brévin, donc à l'océan. On a à peu près 600 km de bout en bout et auquel on rajoute environ 300 km de ce qu'on appelle des boucles et des variantes qui nous permettent donc de relier des points touristiques d'intérêt particulier. On est sur 6 départements traversés, on a un parc naturel régional, on a aussi cette petite fierté d'avoir une partie de l'itinéraire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et puis on s'inscrit dans le Val de Loire et tout ce patrimoine, cet historique qui s'est créé autour de la Loire. Et aussi, ce que vous ne voyez pas forcément sur cette carte, c'est que la Loire à vélo, elle vient s'inscrire dans le cadre d'un itinéraire européen, le V6, et donc qui nous donne en plus cette dimension européenne. Pour vous retracer un petit peu d'historique, la Loire à vélo, c'est une idée qui a germé à peu près en 1995. À l'époque, on avait les régions Pays de la Loire et la région Centre-Val de Loire qui coopéraient sur un certain nombre de sujets, notamment les questions de ferroviaire, de train et des questions d'agriculture. Et puis, c'est aussi des époques où on a eu des premiers rapports sur tout ce qui était tourisme à vélo. Et les techniciens se sont un peu saisis de ce sujet. Et ça a mené à une première visite de terrain puisque les élus et techniciens sont rendus sur le Danube à vélo et sont revenus avec l'idée que le tourisme à vélo serait porteur à l'avenir. Et donc, ils ont fait ce pari à l'époque qui paraissait un peu fou de développer un itinéraire sur 2 régions. Et donc, les travaux et les études de faisabilité financière, etc., ont progressivement été mis en place. On a un premier tronçon déjà qui ouvre en 2002, il me semble, du côté en Anjou. Et puis, le premier tronçon interrégional, qui est celui de Touranger, il est finalisé et ouvert officiellement en 2005. Donc, c'était à l'époque quelque chose d'assez novateur, ce tronçon sur 2 régions. Et l'itinéraire est finalisé en 2012. Et donc, l'année prochaine, effectivement, marquera les 20 ans de cette ouverture de ce tronçon interrégional. La Loire à vélo, c'est quand même un itinéraire. Je veux bien rester juste une seconde sur la slide d'avant, pardon. C'est quand même un itinéraire particulièrement développé avec un niveau de service élevé. On a effectivement des accueils vélo un peu partout, puisqu'on a aussi eu un label qui a été précurseur à accueil vélo avant même son existence, qui explique le nombre d'accueils vélo sur l'itinéraire. On a également un train dédié Loire à vélo, c'est-à-dire qu'en haute saison, on a des wagons dédiés à l'accueil de vélo avec du personnel sur place qui vient vous accompagner, récupérer votre vélo, le mettre dans le train, etc. Ce qui fait un niveau de confort et de service extrêmement important pour les cyclotouristes. Et on voit que ça marche bien parce qu'on a des retours déjà positifs. Et puis, ça a égrené dans les autres itinéraires. Donc, quelque chose de très positif. Et puis, la Loire à vélo a aussi un petit peu servi d'expérimentation pour tout ce qui était études d'observation qui sont présentes sur la Loire à vélo depuis très longtemps et qui sont pour nous une très bonne base de travail. Je veux bien, ouais, parfait. Et donc ça, c'est un petit peu l'historique, mais aujourd'hui, on vient s'inscrire dans un contexte concurrentiel très fort. On a beau avoir une très belle notoriété, on a quand même eu un développement de l'offre cyclable en France qui a explosé depuis les années à peu près 2010, et on voit bien cet intérêt pour l'outdoor et pour le cyclotourisme depuis le Covid. Et on a d'autres itinéraires qui se sont développés avec des services équivalents à la Loire à vélo. On a notamment voilà, quelques exemples, la Via-Rhôna, la Vélodyssée, mais il y en a un certain nombre. Et puis sur d'autres itinéraires, on va voir des pourcentages de sections en voie propre très importants. Je pense notamment à la Via-Rhôna, par exemple, et qui correspond à une demande de la part de nos clientèles pour des itinéraires sécurisés.
Et enfin, dans ce mouvement-là, on a eu un développement de ce qu'on appelle des comités d'itinéraire, qui sont en fait les autorités locales administratives qui décident de se mettre ensemble pour dédier des RH et des budgets communs et pouvoir donner une nouvelle dynamique et une stratégie commune sur ces itinéraires-là. Et du coup, ça, c'était un peu pour vous illustrer l'explosion de l'offre de cyclotouristique et des itinéraires en France. Ça, c'est la carte, enfin, le schéma national des véloroutes tel qu'il était en 2020. On voit d'ailleurs très bien ressortir en bleu les voies, les Eurovélos, donc, qui sont inscrits dans un schéma européen. Et si on passe à la slide suivante, là, on voit la version 2023. Donc, vous pouvez voir déjà entre les deux l'explosion de l'offre cyclotouristique. On a quand même aujourd'hui 59 itinéraires qui sont inscrits au niveau national, dont 10 euros vélo. Et ça, c'est sans compter les itinéraires qui sont un peu plus locaux et que cette carte va être renouvelée prochainement et aura encore plus d'itinéraires. Donc ça, c'est bien, on voit bien la concurrence au niveau des itinéraires en France. Et du coup, on s'est posé la question, très bien, on a eu pas mal d'atouts dans le passé, mais aujourd'hui, on est sur un contexte concurrentiel fort. Comment aujourd'hui, en tant que Loire à vélo, on se repositionne, surtout qu'on a une ambition de se positionner dans le top 3 des itinéraires vélo en Europe. Donc, pour faire ce bilan, on a engagé 2 travaux majeurs. On a d'abord décidé de travailler avec une agence euh, pour un peu faire une image de là où on était et de qui nous étions. Donc, un travail de fond d'abord sur notre identité et notre positionnement. Si je peux avoir la slide suivante. Et on vient également s'appuyer sur ces fameuses études de fréquentation et de retombées économiques qui nous donnent des éléments extrêmement importants pour savoir où on en est et comment on évolue. La dernière, elle donne des données sur des chiffres de 2022 et elle actualise en fait des données de 2015. Et on voit bien ces études-là, elles viennent confirmer la montée du cyclotourisme. Aujourd'hui, on est quasiment 2 millions de cyclistes en 2022 sur la Loire à vélo sur nos compteurs. Donc c'était quasiment 2 fois plus qu'en 2015. Et les retombées économiques pour les territoires sont extrêmement importantes puisqu'on était à 54,5 millions d'euros qui ont été estimés au cours de l'année 2022, ce qui représente quand même une augmentation de 84%. Si je peux avoir la slide suivante, merci. Et du coup, dans ces études de fréquentation, on interroge également les clientèles sur leur satisfaction vis-à-vis d'un certain nombre de choses, notamment tout ce qui est intérêt touristique, évidemment, mais aussi tout ce qui est service. Et ça nous permet un peu de savoir où on en est et là où on peut encore s'améliorer. Et on voit assez clairement qu'on peut encore s'améliorer sur tout ce qui est présence en termes de service. Et là, je parle notamment sur la communication et l'information sur les recharges des vélos électriques, la présence des réparateurs, la question des services, notamment autour des aires de service, de la présence d'eau, de toilettes, etc. Donc, ça nous indique un petit peu vers là où on peut aller pour s'améliorer. Et du coup, une fois qu'on a eu cette image, donc à base de cette étude marketing et des études d'observation, on a voulu se doter de quelques premiers éléments pour rebondir et se diriger vers 2030. La première étape a été de créer ce qu'on appelle un comité d'itinéraire. Donc c'est là où moi je viens coordonner ces acteurs-là. Ce comité aujourd'hui il réunit 2 régions, donc les régions Pays de la Loire et la région Centre-Val de Loire, et 6 départements, donc les 6 départements traversés par cet itinéraire. Et donc, ça vient nous donner un petit peu de la force dans le sens où on va mettre des moyens en commun et on va viser une stratégie et des objectifs communs. Et du coup, aujourd'hui, maintenant qu'on est doté des moyens de mettre en œuvre de nouveaux dispositifs, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notamment la partie servicielle? Et c'est là aujourd'hui où on en est, c'est la prochaine étape de réflexion. Et c'est là où les débats comme ceux d'aujourd'hui sont extrêmement importants. On a quelques pistes. Il faut absolument qu'on développe des services de qualité tout au long de l'itinéraire. On a beaucoup de néo-pratiquants chez nous, donc on va s'intéresser à la fois
la répartition sur le territoire, mais aussi à la qualité de ceux-ci et à leur variété, offrir tout ce qu'on pourrait avoir besoin autour du cyclisme. On a également tout ce qui est lien avec les entreprises des territoires. Moi, je cite ici SIGO, qui est le consortium des entreprises du cycle en Grand Ouest, qui réunit donc les industriels du vélo sur les régions Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bretagne, et voilà, qui est un peu un fleuron industriel du vélo. Et puis également regarder à l'étranger, puisqu'on a comme objectif pour la France de devenir première destination cyclotouristique, mais l'Allemagne est encore devant nous, donc on a peut-être à s'inspirer de l'étranger. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, dire qu'on est à la recherche de façons de rebondir et que ce que vous allez nous présenter par la suite peut être justement des inspirations de ce qu'on pourrait trouver sur nos itinéraires à l'avenir et ce qu'on trouve parfois aussi déjà. Je vous ai mis mes coordonnées si jamais vous voulez nous joindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Super, merci beaucoup Claire pour ce partage d'informations très intéressantes dans la Loire à vélo, qui est donc une véloroute pionnière en France et qui fait plein de petits, et c'est vraiment super. Alors en termes de questions, avez-vous des questions sur l'intervention de Claire Clément concernant la Loire à vélo? Moi, j'avais une question pour vous, Claire, pour savoir, est-ce que vous avez fait des études de profil des touristes à vélo sur l'itinéraire de la Loire à vélo? Oui, tout à fait. Pour Ces savoir études, combien de elles font pourcents de familles, combien d'enfants en bas âge. tout à fait. Alors, Euh, ça fait partie des études de fréquentation. Ce mhm, qui est parmi les chiffres un petit peu marquants, c'est qu'on a quand même une personne sur deux sur la Loire à vélo qui vient des régions traversées. mhm, Et ça, je trouve que c'est un chiffre marquant qu'on vient redécouvrir via le vélo, notre région, et on vient le découvrir hautement, ce qui montre tout à aussi fait. l'intérêt de la pratique cyclotouristique. On voit aussi sur les chiffres en termes de répartition entre étrangers et français qu'on a une augmentation importante de la clientèle française. On est sur un tourisme de proximité et je trouve ça Mhm, intéressant dans cette dynamique de durable aussi. Et après, effectivement, on vient découper selon le type de pratique. Et on voit aussi qu'on a beaucoup de touristes. Alors, on a effectivement des itinérants, mais ce n'est pas forcément la clientèle qui vient dominer sur ce genre d'itinéraire. On a beaucoup de mhm. gens qui sont aussi en séjour, c'est-à-dire qu'ils restent à un point fixe et ils viennent un petit peu rayonner autour et profiter du territoire. Et ils viennent notamment sur la Loire à vélo, entre autres parce qu'il y avait du vélo. Et donc, ça aussi, c'est intéressant de voir qu'on peut pratiquer le vélo de façon différente, quoi. Mais si vous voulez plus de détails, je vous invite vraiment à regarder ces études-là. Elles sont extrêmement Mhm. intéressantes pour en savoir plus sur les pratiques du cyclotourisme. Super, merci. Avez-vous des berges aménagées et sécurisées? Une de nos communes est opposée à cela. Alors, on a des morceaux en site propre, mais en fait, sur la Loire-Aveyron, on a toute une variété d'aménagements. On a Mm. aussi énormément de sites partagés, mais avec des circulations extrêmement basses, avec moins de 500 véhicules par jour. Donc après, ça, en fait, ça va dépendre des endroits. On a aussi encore aujourd'hui quelques points que l'on sait améliorer, notamment sur les traversées de ville, et on travaille là-dessus. C'est un Mm. des gros projets du comité d'itinéraire de pouvoir cibler ces zones un peu plus difficiles. Mais je vous invite notamment aussi à regarder sur notre site internet ou sur le site de France Vélo Tourisme, où vous avez vraiment les différents types d'aménagements par section pour voir un peu identifier pour vous ce qui vous paraît le plus sécurisé. Et puis il y a aussi des aménagements design pour se reposer, contempler. J'étais l'autre jour à Tours, à l'Office du tourisme, il y a une très belle exposition sur les échappées fertiles avec le travail de Régine Charvet-Pello sur les bancs, les espaces de repos. Et puis il y a aussi des petites guinguettes. Donc il y a toute une vie en fait qui s'organise hein, le long de ces véloroutes. Et ça fait aussi plaisir aux habitants et ça donne envie voilà, de redécouvrir le territoire d'une autre façon. Donc c'est très inspirant aussi, j'imagine, hein, pour la Vélo Française, la Vélodyssée et toutes les autres véloroutes. De nombreux hébergeurs imposent 2 nuitées à minima alors que vous êtes sur un mode d'itinérance. Piste de réflexion? Donc ça, on aura une réponse après hein, avec Cyclocamp. Oui, eh ben, c'est vrai que c'est une grosse question. Nous, on essaye pas mal de travailler du coup avec le label Accueil Vélo, d'orienter là-dessus, mais c'est vrai que ce sont des enjeux importants
Là-dessus, on ne travaille pas encore dessus, mais c'est une de nos pistes à l'avenir. Mhm. Mais oui, Alors, je sais que ça peut être problématique. Étienne Le Borgne donc, répond que voilà, France Vélo Tourisme travaille aussi sur cette thématique hein, en lien avec des pilotes d'itinéraires et les offices de Tout à fait. tourisme. J'ai vu aussi en région centre qu'il y avait des aides si on ouvrait nos établissements pour une nuit. Tout à fait. Et les aides ne sont pas les mêmes, donc pour inciter justement à la location de très courte durée le long des itinéraires, puisqu'il y avait un peu une pénurie d'hébergement. Et c'est vrai que quand on fait la Loire à vélo avec 4 enfants en bas âge et qu'on a déjà fait 80 km dans la journée et qu'on doit refaire 10 km pour aller sur le coteau dans le gîte qui est un peu loin de l'itinéraire, ben, ça peut être un peu un pain point, un point de friction. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus, en tout cas, c'est vrai. Euh, Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde. Cherchez-vous à enrichir le parcours avec du contenu patrimonial? Alors tout à fait, ça fait partie des pistes de réflexion Mm. sur un petit peu les forces de l'itinéraire. Il y avait ce que vous Mm. disiez sur tout ce qui est guinguette et la vie festive tout au bord de la Loire. Donc, en fait, on a le gros avantage de bénéficier il y a beaucoup de villes qui viennent jalonner l'itinéraire, donc ça donne Mm. des points de commerce et de vie importants. Et aujourd'hui, on se pose la question effectivement de venir enrichir l'itinéraire, soit avec de l'événementiel ou une mise en avant du patrimoine, etc. Donc là, on va venir travailler plutôt avec les structures locales, les départements, les offices, pour Mm. venir enrichir tout ça. Mais effectivement, ça fait partie des pistes importantes de travail pour l'avenir, pour venir Ouais, et puis enrichir les les visites. entreprises aussi, les entreprises qui sont pas loin. Genre à Rochecorbon, on a fait le Festival des Poivres sur les bords de Loire, hein, le long de la Loire à vélo, cette année, enfin, et les 2 dernières éditions. Et c'est vrai que c'est très fédérateur aussi de faire des collaborations publiques-privées pour ce genre d'itinéraire. Et puis on a aussi des tests là dans nos appels à manifestation d'intérêt. On a une expérimentation d'innovation touristique avec une solution innovante qui s'appelle Ask Mona. Bon là c'est le long plutôt des berges du Cher dans le sens érois. Mais on a des QR codes aussi qui vont raconter l'histoire du transport fluvial. Et puis, ben, on a aussi des panneaux dans les petites cités de caractère et autres villages qui racontent l'histoire dans la rue et qui donnent envie aussi de sortir un peu du chemin pour aller visiter ce qu'il y a à voir sur le long du trajet. Tout à fait. Et je Voilà. me permets aussi de Mm. souligner juste que je l'ai évoqué très rapidement, mais je vois que Étienne Le Borgne le remet dans la conversation. L'année prochaine, la Loire à vélo fête ses 20 ans. Ouais. Et du coup, vous aurez toute une programmation qui sera portée par les régions, les 2 régions. Donc, n'hésitez pas à suivre la Loire à vélo l'année prochaine. Il pourrait se passer quelques petites choses. Ça va être énorme. Ah ouais. Super. Un grand merci. Merci Claire. On va enchaîner donc avec la présentation de nos solutions innovantes. Théodore pour Dolce Via. Théodore, je te laisse la parole. Ça marche, merci beaucoup, Marianne. Déjà, je voulais vous remercier d'être tous présents aujourd'hui. Je voulais rebondir tout d'abord sur ce que Basile a dit de la part au nom de l'ADEME. C'est vrai que nous, on s'est basé au départ sur des expériences personnelles, mais aussi sur une étude de l'ADEME qui est sortie en 2020, qui Mhm. dressait les freins et les leviers à l'essor du cyclotourisme en France. Et on voit que c'est une problématique qui a pris beaucoup d'essor ces 10 dernières années. Et un des freins aujourd'hui à l'essor du cyclotourisme, c'est vraiment le manque d'offres et de services, à l'instar de nos voisins. Donc, tout d'abord, je voulais commencer par quelques mots sur la taille du marché. Donc, le marché du cyclotourisme en France, c'est déjà 4,6 milliards et sur 9 millions de pratiquants. Et c'est un marché qui est en très forte croissance, entre 8 et 10% selon les années. Un peu moins pour 2024, le temps n'ayant pas forcément beaucoup aidé, d'après les premiers chiffres. Et une projection quand même qui reste très intéressante avec une taille de marché qui devrait passer à 10 milliards d'ici la fin de la décennie. À noter que justement cette croissance elle est aussi accompagnée par le plan vélo 2030. Euh, euh, et que ça aide beaucoup pour développer que ce soit les itinéraires, mais aussi les services. Mm. Si on peut passer à la slide suivante.
Effectivement, aujourd'hui, le problème du cyclotourisme ou du vélotourisme, comme le précise Étienne en commentaire, c'est que ça peut souvent être perçu comme une pratique onéreuse au départ. Il faut effectivement s'équiper. Si c'est un VAE, c'est encore plus onéreux en termes de matériel. Même des sacoches dont on n'a pas forcément l'utilité au quotidien, c'est rapidement plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. L'organisation, quand on n'est pas expérimenté, c'est forcément quelque chose qui peut faire peur. Que ça aille simplement de la trace adaptée, enfin l'itinéraire adapté au rapatriement de votre vélo, si jamais vous venez de Paris, par exemple. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de développement, que ce soit en Normandie, avec qui on travaille assez régulièrement, notamment avec la Vélocénie. Il n'empêche que ça reste un point de friction et qui peut faire peur quand on commence le voyage à vélo. Et le troisième point, c'est, si on peut juste rester sur la c'est la confiance. Ça peut paraître un peu banal, mais on se rend compte que pour ouvrir ce marché au maximum, parce que c'est vraiment notre volonté chez Dolce Via, c'est ouvrir le voyage à vélo à une clientèle beaucoup plus vaste qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est la confiance en soi, la confiance quand on n'a pas forcément l'habitude de faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour à vélo, ça peut faire peur. Et donc, que ce soit une confiance dans l'infrastructure avec justement le travail des routes à vélo, comme la Loire à vélo, mais aussi plein d'autres. Et donc, du coup, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est le travail de partenariat entre acteurs privés et acteurs publics. Hop, si on peut continuer. Voilà. Donc, nous, notre concept, il est très simple. C'est permettre à n'importe qui de partir simplement en voyage à vélo. Et donc, on a commencé par proposer une solution de location d'un point A à un point B. Donc, on a commencé avec notre flotte de vélos, des vélos qui sont adaptés. Ce qu'on s'est rendu compte, à titre personnel, mais je ne suis pas le seul, que l'offre de location est assez pauvre sur ce type d'équipement spécifique, tout simplement parce qu'il y avait peu de demandes. Donc nous, on a fait le pari depuis un peu plus d'1 an de s'équiper de ce type de vélo-là, qui sont onéreux et qui sont spécifiques, mais qui changent radicalement l'expérience utilisateur derrière. Donc ça commence par un produit qui est un matériel adapté, qu'on peut louer d'un point A à un point B. Ça, c'est la première jambe de notre service. La deuxième jambe, comme tu l'as précisé, Marianne, dans l'introduction, c'est un outil de planification qui permet en quelques clics de planifier son itinéraire de A à Z. Donc, vous rentrez par exemple n'importe quelle ville en France, vous allez obtenir l'itinéraire adapté et on va vous proposer selon votre profil de le découper avec un certain nombre de kilomètres suggérés. Par exemple, vous voyagez en famille, en vélo électrique, et c'est votre premier voyage, on va vous conseiller de faire entre 30 et 40 km par jour. Ça va venir découper l'itinéraire en fonction de ce nombre de tronçons, et on va vous proposer des hébergements à proximité de ce découpage, des accueils vélo de préférence, puisqu'en fait, on a fait le matching entre accueil vélo et les plateformes de réservation comme Booking, Airbnb, ce qui permet en un coup d'œil d'avoir l'ensemble des informations nécessaires à réussir votre voyage à vélo. Voilà, on peut peut-être passer sur la slide suivante. Donc, nous, on existe depuis un peu plus d'1 an. On s'est lancé l'an dernier et vraiment notre positionnement, c'est offrir un service premium, pas forcément en termes de prix, mais en termes d'expérience, puisque notre but, c'est que votre première expérience à vélo, ça soit la première d'une très longue série et que ça, aussi bien pour un week-end que pour une semaine, vous ayez envie de recommencer l'année prochaine. On a aussi une flexibilité d'usage puisqu'on fonctionne avec un cadenas connecté, ce qui vous permet de rendre votre vélo, et ça c'est une grande différence et une grande flexibilité par rapport à beaucoup de services, de pouvoir rendre votre vélo à n'importe quel jour et heure sans avoir aucune limitation. Et le troisième point très important, c'est la confiance. Nous, on crée de la confiance du coup en conseillant les gens sur certains itinéraires selon leur volonté, que ce soit la Normandie, que ce soit la Loire à vélo, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des itinéraires qui sont proches de Paris, étant donné qu'on est basé à Paris. Mais du coup, c'est rassurer les consommateurs sur cette partie-là et en complément, leur proposant, comme je le disais en introduction, un matériel qui est adapté et qui fera que leur voyage sera exceptionnel. Je pense qu'on peut continuer. Voilà, donc une première boutique à Paris, comme je disais, qu'on a ouvert en avril. Donc, vous pouvez vous passer nous voir quand vous le souhaitez. On est dans le 2e à Paris. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra et qu'on vous montrera, qu'on vous aidera tout simplement à planifier votre voyage. Donc, le planner, j'ai commencé à en parler.
juste la slide encore d'après. Donc là, c'est comme ça que vous allez arriver dessus. Vous allez avoir du coup des inspirations si vous avez besoin d'inspiration. Donc on voit que là, il y a la Vélocénie qui est un des itinéraires principaux partant de Paris, ou l'avenue verte encore entre Paris et Dieppe, qui en fait va jusqu'à Londres, mais malheureusement, on ne peut opérer qu'en France, que sur la partie française pour l'instant. Mais c'est vraiment, je vous incite à aller voir un outil qui vous permet de révolutionner vraiment simplement l'organisation de votre voyage à vélo. Oui, voilà. Donc, ce qu'on a accompli jusqu'à présent, donc on existe depuis un peu plus d'un an. Notre but, ça a vraiment été de créer des partenariats avec l'ensemble, tout d'abord, des itinéraires cyclables partant de Paris. Donc, les principaux, c'est la Vélocénie, la Seine à vélo et l'avenue verte. La Scandibérique aussi, mais elle ne part pas de Paris, mais elle passe par Paris et elle permet de traverser l'ensemble de la France, puisque, en fait, c'est une des routes de Saint-Gilles-de-Compostelle, un des chemins de Saint-Gilles-de-Compostelle adaptés au vélo. Et on a aussi voulu créer un vrai maillage, puisque notre volonté et la volonté du vélotourisme de manière générale, c'est permettre à des gens de voyager de manière plus locale et durable. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'associe à des partenaires locaux, que ce soit des offices de tourisme de plus petites localités ou bien des CRT et CDT. Notre but étant vraiment de toujours promouvoir le voyage à vélo. Et donc, j'en profite pour dire qu'on est toujours ouvert à de nouvelles implantations. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en ce moment. On est en train de faire une étude de marché pour réfléchir à d'autres implémentations. Et du coup, on est ouvert à toutes vos questions et à toutes vos suggestions. Voilà, merci beaucoup pour cette première présentation. Et voilà, si vous avez des questions, voici mes coordonnées et notre site internet. Merci Théodore. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Sur quel territoire avez-vous développé le service de location de vélo? Travaillez-vous avec des loueurs locaux? Alors, on a développé notre service sur Paris, sa région, et les régions avoisinantes. Donc, c'est Normandie, le centre Val-de-Loire, la région de Champagne et une partie des Hauts-de-France, toujours au départ de Paris. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, peut-être la limite d'une solution, c'est qu'on veut toujours proposer une expérience personnalisée et du coup, on souhaite continuer à avoir des points physiques. Et donc, deuxième partie de la question, c'est aujourd'hui, on a fait le choix parce qu'on a remarqué qu'il y avait une trop grande disparité en termes de qualité de vélo au sein des loueurs, d'avancer, je dirais, progressivement avec notre propre flotte et avec nos propres agences. Et donc, c'est pour ça que on va ouvrir nos agences en propre dans les prochaines années. Les prochains mois, et ça passera probablement par un réseau de franchisés aussi par la suite. Très bien. Alors, quid des options de restauration, souvent un souci pour les familles fatiguées après une longue journée à vélo et qui logent dans des gîtes ou chambres d'hôtes qui ne proposent pas de repas et qui sont situés dans des villages sans restaurant ou fermés les week-ends? Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, dans le planeur, Ça justement, donne faim le vélo. extrêmement fin. Vous avez le droit à ce que vous avez consommé comme calories. Ouais. On propose dans le planeur, vous verrez, il y a une étape ajouter un hébergement et ajouter une restauration. Donc ça va être aujourd'hui, ça va être principalement TripAdvisor, mais on travaille notamment avec l'Étoile Verte pour associer d'autres types de restauration qui soient plus en ligne aussi avec nos valeurs et avec du coup le voyage à vélo. Mais ça peut effectivement être un point, mais vu qu'on l'incorpore dès l'organisation du voyage, ça permet de pallier, je dirais, à ces risques-là en amont de votre voyage. On va peut-être prendre une dernière question parce que le temps file. Ouais, alors, what's next, Théodore? La Bourgogne, le Sud? Jusqu'où La Bourgogne, oui, effectivement, c'est partie de nos projets. Ouais. Il y a en gros, il y a 3 shortlists, on va dire. Il y a la Bretagne avec Saint-Malo, la Bourgogne avec probablement Beaune et la Champagne avec Reims, où on aimerait bien se développer du coup dans les prochains mois. Mais on est à l'écoute d'opportunités et surtout de partenariats avec des offices de tourisme de manière générale des acteurs. On est forcément, on n'a pas des moyens illimités. On a fait le choix aujourd'hui de ne pas lever d'argent, un choix qu'on verra raisonné ou raisonnable dans le futur. Mais du coup, on fonctionne de manière avec des partenariats pour optimiser au maximum notre essor.
Super. Eh ben, on t'invitera dans les prochaines réunions pôle campagne, par exemple, pour que tu vois les offices du tourisme des régions concernées. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est aussi le rôle d'Atout France, hein, de faciliter les mises en relation pour Et permettre j'ai le pas eu l'occasion déploiement d'ajouter, de ces... effectivement, Oui, la partie partenariat, mais on est maintenant partenaire d'Atout France, donc depuis oui, une semaine, je crois, ou 10 Oui, jours. depuis début octobre, on te compte parmi nos nouveaux adhérents. oui. C'est ça, exactement. Bravo, en tout cas, Théodore, pour le chemin parcouru. On s'était vu il y a un an chez Paris Co, hein, je Tout à crois, fait. Ouais. pour un comité de sélection. Et puis, tu étais à nos côtés aussi à Rendez-vous en France, hein, à Toulouse, en mars. Oui, Et on est évidemment. vraiment très heureux de voir le déploiement et ce nouveau travel planner là, qui prend, qui couvre différentes typologies de besoins des cibles pour le tourisme à vélo. On On va essaye. passer à la start-up suivante. Oali, présenté par Alexandre. Alexandre, je vous laisse la parole. Bonjour à tous Bonjour et merci Alexandre. de l'invitation. Donc nous, en fait, on accompagne l'usage notamment de la gourde sur le projet Gourde Friendly, l'idée étant de réduire l'impact environnemental de ces modes de consommation et puis surtout de créer un univers de services qui permettrait d'accélérer la transition. Donc, je vais passer à la slide suivante assez rapidement, mais notre idée, c'est de créer évidemment de la valeur écologique mais également de créer de la valeur économique, je pense indispensable à l'accélération de la transition. Puis on verra le projet Gourde Friendly opérationnel et puis notre point de vue sur le tourisme durable. Donc sur cette slide, l'enjeu c'est surtout un peu de renouveler le récit autour de l'impact. Nous, on s'est rendu compte assez rapidement que il y avait un enjeu autour des déchets et puis que la traduction déchets, enfin la traduction environnementale de l'impact sur les déchets, c'est son impact carbone. Et alors, c'est pas nous qui avons fait l'étude, mais grâce à cette étude, on s'est rendu compte que la bouteille d'eau en plastique, ça représentait 75% des émissions de carbone de la poubelle des ménages. Ça veut dire que si on veut drastiquement réduire l'impact carbone de sa poubelle, eh ben, il faut passer à l'eau du robinet. Ça, c'est dans une consommation générale. Mais si vous êtes sur ce qu'on appelle la consommation hors foyer, et c'est-à-dire dès qu'on est hors de chez soi, dès qu'on est en vacances, dès qu'on va au bureau, et donc a fortiori dès qu'on est en situation de tourisme, et en fait, on se rend compte que cet impact est encore plus fort parce que moins de 2% des emballages générés dans cette consommation hors domicile sont collectés pour être recyclés. C'est-à-dire que c'est quasiment zéro et ça veut dire que, alors ça ne veut pas dire que tout termine dans la nature, mais la très très grande majorité des emballages terminent dans la mauvaise poubelle. Et ce qui est retrouvé dans la nature, ce ne sont pas des déchets qui se sont échappés de sa poubelle à la maison, mais ce sont bien des déchets qui sont issus de cette consommation hors domicile. Et dans ce contexte-là, on se rend bien compte de la nécessité de basculer vers une consommation zéro emballage à usage unique et a fortiori sur la gourde. On peut passer à la slide suivante. Pour quand même élargir la perspective et au fond aussi prépositionner les questions d'univers de service et aussi de relais de croissance pour les sociopros, c'est qu'en fait, l'étude faite par les industriels des déchets de boissons qui sont produits hors domicile montre qu'en fait, finalement, c'est pas uniquement la bouteille d'eau en plastique qui est visée, mais bien d'autres formes de consommation qui montrent aussi qu'il y a une attente du consommateur qui n'est pas uniquement de boire de l'eau plate et essentiellement de l'eau du robinet, mais vous avez le gobelet de boisson chaude, hein, c'est globalement le gobelet de café en premier. En deuxième, les canettes de soda et en particulier de cola, les gobelets pour les boissons aux fruits. Et en quatrième arrive la bouteille d'eau plate. C'est assez intéressant cette information-là parce que par exemple, dernièrement, il y a eu un peu de polémique sur le fait que les gares SNCF n'installaient pas de fontaine à eau, comme l'impose la loi AGEC. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous, de le remarquer, mais dans les gares où il y a des fontaines, il y en a de plus en plus. En fait, il y a très, très rarement la queue pour boire, pour remplir sa gourde. Et donc, pour nous, tant qu'ils sommes très militants de ce sujet-là, on se rend bien compte que
l'offre rencontre pas la demande ou c'est pas exactement ce qu'attendent les usagers, qu'il y a quand même un enjeu derrière ça. C'est plutôt un sujet d'ouverture pour nous, mais qu'il y a un enjeu quand même d'avoir une expérience augmentée que simplement la bouteille, la gourde, pardon, à la fontaine, avec une eau qui va être une eau à température ambiante, sur laquelle on va peut-être avoir des a priori. Mais en tout cas, c'est une information importante qui est assez récente, c'est que grosso modo, il n'y a pas la queue à la fontaine de la gare, alors que sur le plan réglementaire, les gares sont quand même sous-équipées. C'est-à-dire que normalement, il y a une fontaine pour 300 personnes. Ce n'est pas ce niveau-là d'équipement qu'il y a à la gare, et pourtant, c'est largement suffisant euh, malgré tout. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, bon, je ne vais pas du tout m'arrêter longtemps sur ce sujet-là, parce que vous êtes plus au courant que moi sur les attentes des touristes. Mais si on passe sur la slide suivante, ce qu'il faut retenir, c'est que au fond, les touristes, ils veulent mieux faire, mais il ne faut pas que ça leur coûte plus cher et il faut qu'on ait bien préparé le terrain pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'engagement qui va être basé sur l'offre qu'on leur propose. C'est-à-dire que leur niveau d'effort pour réduire leur impact, il va être relatif et ils attendent des professionnels du tourisme de mettre en œuvre les moyens, l'ingénierie sociale pour qu'ils fassent bien. Donc, c'est plutôt à nous, professionnels, de mettre ça en œuvre et de leur faciliter la vie et de ne pas en faire une contrainte économique supplémentaire. Slide suivante. Donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu d'améliorer l'univers de service autour de cette cible pour que leur vie soit plus simple. Mais je pense que c'est un sujet qui peut-être est le fil conducteur de ce webinaire. C'est comment on renforce cet univers de service et ça passe par beaucoup de décloisonnement et d'articulation entre un ensemble de parties prenantes parce qu'on voit bien que c'est pas si simple que ça d'amener un service qui soit un peu inclusif et qui couvre un peu toutes les attentes de cette cible. Et surtout, si on veut élargir cette cible, il va falloir qu'on puisse sortir comment dire, des idées un peu préconçues qu'on se fait sur le tourisme à vélo. Comme je vous montrais tout à l'heure sur les déchets qui sont produits, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas uniquement de l'eau et on voit bien la nécessité de prendre en compte cette attente un peu élargie pour, pour basculer des touristes traditionnels à des touristes à vélo. Effectivement, donc concrètement, Gourde Friendly, donc je passe directement à cette suivante. Nous, ça va être 4 grosses étapes qui sont d'abord, de révéler les points publics qu'on va trouver sur les territoires. Aujourd'hui, on est la plus grosse base de données sur cette cartographie des fontaines publiques, mais c'est un travail qui est en continu parce qu'en fait, soit parce que y a des installations nouvelles de fontaines, soit parce que la notion même de fontaine sur les territoires, elle peut varier pour de bonnes raisons. Mais par exemple, si on prend juste l'enjeu des toilettes publiques, parfois les toilettes publiques sont adaptées à un remplissage de gourdes, parfois elles ne le sont pas, pour différentes raisons, des raisons opérationnelles et techniques. Hein. Il y a un robinet qui est trop bas dans les sanitaires ou des questions d'hygiène. Mais c'est aussi de travailler avec les territoires et en particulier les communes pour identifier des points d'eau qui ne le sont pas toujours. On parle souvent du robinet qu'on trouve dans les cimetières. C'est quelque chose qui nous remonte souvent en nous disant mais il n'y a pas besoin d'une carte numérique parce qu'on sait qu'il y a un robinet dans les cimetières. Alors moi, je ne sais pas où se trouvent les cimetières en général. Donc ces robinets-là, je ne le trouve pas obligatoirement. Mais il va y avoir plein d'autres robinets. Il y a celui derrière l'église, celui qui est sur la place, machin, et qui sont pas référencés. Et donc, il y a quand même un sujet d'améliorer en fait, la densité de points cartographiés. Et on y reviendra, mais c'est aussi un sujet de décloisonnement des acteurs pour renforcer cette densité. Et donc, quand je parlais de cette densité, c'est bien une histoire de maillage. Et nous, ce qu'on a commencé à faire depuis 3-4 ans, c'est d'aller chercher les établissements que nous, on appelle gourd friendly, qui sont en priorité, en tout cas un peu par réflexe de tous les CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, puisque en fonction des territoires,
On va avoir des épiceries, on va avoir des cinémas, des agences bancaires qui vont se positionner comme étant établissements bourg-famille. Donc ça, c'est cet enjeu de maillage et c'est aussi un travail qui se fait assez spontanément au niveau national, mais sur lequel on accompagne nous les destinations et les territoires. Le troisième point qui est pas des moindres, c'est quand même de faciliter l'accès à l'information, de donner accès à l'information à l'usager. Et ça, c'est pour nous la carte numérique, mais c'est surtout de créer en fait, cette interaction entre le consommateur et cette carte numérique et on développe un petit QR code sticker qui permet de connecter sa gourde à notre cartographie. Alors, quand je dis connecter, c'est un bien grand mot, hein, c'est un QR code, on scanne et ça va ouvrir la carte là où on se trouve. Et l'autre point, qui est aussi un point fondamental et qui est notre point, nous, d'accélération, qui est d'accompagner finalement les CHR sur l'offre autour de l'usage de la gourde. Et on pourrait élargir en fait finalement sur l'offre autour du entre guillemets vrac liquide. C'est-à-dire que, vous voyez, sur cette image, on voit un barman qui est en train de remplir ma gourde. Alors, c'est ma gourde pour le coup, avec de l'eau, mais ça pourrait être une autre boisson qui mettrait à l'intérieur. C'est-à-dire que ça pourrait être, on pense tout de suite à de la bière, mais en fait, au fond, la limonade, elle est servie comme ça. Et au fond, si vous regardez autour de ce qu'il y a sur le bar, il y a des sirops, il y a le café, c'est une boisson vrac liquide. En fait, il y a tout un univers de boissons qui est disponible. Et en fait, quand on dit au bar, vous êtes une boutique de vrac liquide, et ben en fait, c'est entre guillemets une révélation. Il ne faut pas non plus euh, sur, surjouer le sujet, mais ils se rendent compte qu'il y a un marché qu'ils pourraient adresser auquel ils n'avaient pas du tout pensé. Et le projet Gourde Friendly vient les rentrer dans cette dynamique. Slide suivante. Donc, ce que je vous disais, hein, l'enjeu, c'est de faciliter la consommation d'eau du robinet comme eau de boisson. Donc, on va cartographier de manière géolocalisée. Aujourd'hui, c'est plus de 32 000 points référencés. On va donner accès à l'information. Slide suivante. Ça, c'est un travail enfin, c'est une évolution où on va plus loin que l'accès au point d'accès à l'eau potable, et notamment qu'on a développé grâce à notre collaboration avec la Vélodyssée, c'est-à-dire qu'on a poussé vers des informations géolocalisées autour de soit la préservation de l'eau, la ressource en eau disponible, et puis on verra après, soit sur la canicule. Mais c'est-à-dire comment on fait pour que le touriste ait accès à une information qui va dépendre de l'endroit où il se trouve. Si on prend la question de la sécheresse, de l'alerte sécheresse, c'est une décision qui est prise au niveau départemental, qui va varier sur le département en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et en fait, quand vous êtes touriste, vous savez parfois pas dans quel département vous êtes et encore moins où aller chercher l'information sur l'alerte sécheresse. Cette alerte sécheresse, ça va avoir plusieurs conséquences en plus, parce qu'elle va avoir des conséquences d'information sur la préservation de la ressource, on va dire en termes de sensibilisation, mais elle va être aussi parfois amener des restrictions d'usage qui peuvent avoir des impacts sur l'usager lui-même. Et aujourd'hui, cette information-là, elle est pas si simple d'accès, c'est-à-dire qu'on va vous dire, vous allez sur le site de la préfecture, vous allez sur Vigio. Alors, ça veut dire qu'il aura fallu alerter l'usager qu'il y a un site dédié à ça. Vous allez aussi sur le site de Météo France, mais il faut scroller dans l'appli pour trouver le lien vers Vigio. Donc, il y avait un enjeu de créer un univers de services, enfin, en tout cas d'information, un peu cohérent et autour finalement de cet usage qui va être le nomadisme et l'accès à l'eau. Et là, en fait, vous avez l'outil le plus simple pour connaître le niveau d'alerte sécheresse en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, qui est connecté en fait aux données de l'État. Et notre idée aussi derrière, c'est aussi de pousser cette information-là, et parce qu'en fait, c'est pas une information que naturellement on va aller chercher. Je pense que vous avez tous, l'été dernier, c'était un peu moins vrai, mais l'été 2023, en fait, il y a une communication à chaque changement de statut sécheresse. Il y a une communication pendant 48 heures de la presse locale. C'est ça un peu le délai. Et après, s'il n'y a pas de changement vers le haut,
en fait, il n'y a pas d'autre communication. Donc, en fait, il y a très peu de communication s'il y a un changement vers le bas. Et si le statut ne change pas pendant longtemps, moi, je sais, je vis en Loire-Atlantique, même après l'été, enfin la saison, on va dire, vraiment de vacances, on était quand même dans un statut sécheresse élevé. Il s'était remis à pleuvoir, donc l'herbe était verte. Donc, on n'a pas l'impression qu'il y avait quelques restrictions que ce soit. Et donc, même en tant qu'habitant, ça avait une valeur informationnelle. C'est un point pour nous important parce que c'est un très bon point d'entrée aussi pour les collectivités en termes pour pousser l'information et sensibiliser les usagers de passage. Slide suivante. Donc, c'est la même chose que je disais par rapport à la canicule, mais ça permet d'avoir un enjeu de résilience et aussi quand même de faire attention quand même à ces efforts dans un contexte assez exposé. Vous voyez bien, là, on voit bien quand même le lien canicule et hydratation. C'est un sujet assez cohérent. Slide suivante. Pour vous dire que globalement, hein, on accompagne, il y a une belle coquille sur la slide, mais que globalement, notre cible, c'est plutôt les CHR, que derrière, c'est un sujet quand même, parfois, on me dit, mais ouais, mais en fait, ils sont obligés de nous remplir la gourde, ce qui n'est pas vrai du tout. Puis surtout, parfois, ils le font, mais pas avec le sourire. Donc, nous, on essaie plutôt d'avoir une communauté d'acteurs bienveillants. Mais le vrai sujet, parce que je vois que le temps passe, on va passer à la slide suivante. Donc ça reste l'information, hein, c'est un résumé de l'information. La slide suivante. Ça, c'est pour vous dire que ça va très très vite pour inscrire des acteurs, des établissements Gourd Friendly. Il suffit d'aller sur notre site et télécharger le formulaire et c'est gratuit. Et le point le plus important qui devra arriver, je pense, après, c'est le fait de pouvoir articuler un ensemble d'acteurs autour du projet Gourd Friendly, soit pour s'en servir de canaux de communication, soit aussi pour s'en servir de moyens de collecter de l'information. Et si on va à la slide suivante, nous, notre enjeu aujourd'hui, là où on a un point amélioré, et notamment sur la question autour du cyclotourisme, c'est que vraisemblablement, il y a des acteurs qui seraient potentiellement des établissements gourd friendly, en tout cas des points de remplissage de gourdes, que sont les fermes, le monde agricole. On en avait déjà échangé avec ces acteurs-là, on n'a pas encore structuré, mais nous, on voit bien que sur les trajets vélo, sur des zones de moins grande densité, en fait, il y a des fermes à proximité et que vraisemblablement, ces fermes seraient OK pour accueillir des cyclotouristes. Et si derrière, en plus, il y a une logique de services additionnels, de partage de produits, de savoir-faire, c'est vraiment ça, pour moi, l'ouverture. Et si je dois vraiment, pour conclure, garder un point central, ça va être ce décloisonnement, d'aller chercher des parties prenantes nouvelles au projet. Et même, on a eu l'occasion de voir aussi avec les hébergeurs que sont les chambres d'hôtes. Ils se positionnaient sur Gourd Friendly, soit en tant que point de remplissage s'ils avaient un accès à l'eau extérieure, soit en point d'information en distribuant le petit sticker dont je vous parlais. Mais c'est pour ça que je dis que vraiment le sujet, c'est d'élargir les parties prenantes autour du projet pour avoir le plus de ressources possible. Voilà. Merci Alexandre. Super la connexion avec l'agritourisme. On t'invitera au prochain comité stratégique du pôle campagne où sont présentes les chambres d'agriculture. Comme ça, tu pourras aussi initier un partenariat avec les 8000 labellisés accueil Bienvenue à la ferme, par exemple. Et effectivement, ça va faire rayonner aussi tous les produits locaux. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette idée de vente de vrac de boissons pour faire revivre aussi les cafés des villages, qui sont aussi des lieux de vie pour les habitants. Donc, on avait une question sur l'appli, mais Laurence a trouvé l'appli. Quelqu'un demandait si l'appli était gratuite, l'appli Oali. Alors, ça c'est l'appli Wally, mais notre outil de diffusion d'informations, c'est une solution web. Je ne l'ai pas formulé comme ça, c'est vrai. C'est la solution web gourdfriendly.green. Et c'est là que vous avez les informations exclusivement autour de cet univers-là. L'appli Wally, elle a d'autres informations aussi sur la collecte des déchets.
mais notre plateforme d'information, c'est la solution web gourdefriendly.green. Et je préciserai D'accord. là-dessus que pourquoi on a fait cette solution web? Parce qu'en travaillant avec Andley Lyon, on nous a nous a montré que les touristes n'étaient pas très friands de télécharger une appli juste pour leurs vacances. Et c'est pour ça qu'on a créé cette solution web et cette interface avec la gourde et le QR code, justement pour lever les freins à un téléchargement, quoi. En tout cas, qu'il n'y ait pas besoin de télécharger quelque chose. Toujours tendance à dire qu'il y a trop d'applis et on n'a pas envie de télécharger une appli de plus. C'est vrai que c'est un frein. Super, bah, tu pourras le mettre dans le chat, Oui. Gourde Friendly. Great. Comme ça, tout le monde pourra aller voir. On va passer à l'intervenant suivant. Merci beaucoup. Oui, alors on va passer à Célian pour Cyclocamp, donc qui propose différents modules pour accueillir les vélos touristes. Célian, c'est à Bonjour à toi. tous. C'est bon. Merci pour l'invitation et je suis très heureux de participer à ce webinaire avec plein d'autres passionnés ou du moins personnes intéressées par le tourisme à vélo comme moi. Donc Cyclocamp, effectivement, c'est un module à la fois éco-conçu, multiservice et clé en main pour créer des espaces d'accueil pour touristes à vélo. Donc avant de vous expliquer tout ça en détail, bon, quelques chiffres clés, je vais peut-être passer rapidement parce que plein d'autres personnes ont fait la promotion de tourisme à vélo avant moi et ont expliqué qu'effectivement c'était un marché très porteur et en constante croissance, même si effectivement en 2024 il y a une petite baisse. Un chiffre peut-être qui n'est pas écrit là, qui est intéressant. Alors c'est la dernière étude qui a été faite au niveau de la Vélodyssée, mais c'est probablement la même chose sur d'autres véloroutes. L'itinérance a augmenté de 63% en 5 ans sur la Vélodyssée. Donc alors que dans ce même temps, en fait, il n'y a pas eu une énorme augmentation de la fréquentation de la véloroute, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la partie itinérance, donc tourisme à vélo, hein, a fortement augmenté sur cet itinéraire. Et je pense que c'est intéressant de le remarquer. Puis je pense que, enfin, on le voit, hein, moi, je discute beaucoup avec les gens autour des campings et des collectivités. Sans regarder les chiffres, c'est vrai que c'est une pratique qui augmente de plus en plus, avec aussi une population assez variée. C'est intéressant. On a à la fois le baroudeur et puis aussi le cadre à la retraite qui va voyager. Donc, tous ces gens-là, ben, ils ont des besoins particuliers et on a besoin d'infrastructures adaptées à ces différents usages, cette évolution. Et c'est là où Cyclocamp intervient. L'objectif de Cyclocamp, c'est d'accompagner à la fois les campings, ou plus largement les hébergeurs, mais surtout les campings, et deuxièmement les collectivités locales à créer ces espaces d'accueil, que ce soit pour passer la nuit ou pour apporter du service le long des véloroutes. Donc, au-delà des modules clairement que je vais vous expliquer, Cyclocamp, l'objectif de Cyclocamp, c'est vraiment aussi d'accompagner ces porteurs de projets, privés ou publics, de la première phase de conseil et voilà, d'analyse du besoin, de la conception. On est capable de faire du sur-mesure au-delà des modules standards. Évidemment, on va fabriquer, on va installer, on va assurer la mise en service et le SAV derrière pour que vous ayez vraiment quelqu'un qui vous accompagne du début à l'exploitation, du début du projet à l'exploitation des installations. Ouais. Alors, pourquoi opter pour les solutions cyclocamp? Alors, au-delà du marché du cyclotourisme qui est en pleine expansion, ce qu'il faut voir, alors par exemple, au niveau des hébergeurs, ce qui peut être intéressant pour les campings de miser sur ce marché-là, ben, c'est une diversification de sa clientèle, pour pas forcément miser que sur du tourisme, on va dire, sédentaire, qui va s'installer une semaine dans un mobil-home. C'est intéressant ça peut être intéressant de se diversifier sur d'autres marchés itinérants. C'est aussi intéressant pour des petits campings en plus dans une zone rurale ou qui a pas voilà une attraction où la personne va pouvoir rester 2-3 semaines sur le camping parce qu'il y a X toboggans, il y a plein d'activités. Ben, ces campings-là, eux, ils vont peut-être ça sera peut-être plus intéressant pour eux de miser plus sur l'itinérance et de faire des efforts pour que les itinérants passent chez eux et s'arrêtent chez eux surtout. Donc après il y a plein d'autres intérêts, mais je peux peut-être pas tout rentrer dans les détails. Après, côté collectivité, donc là je fais un zoom sur le camping, côté collectivité, ce qui est intéressant, ben, c'est que le touriste qui va s'arrêter dans sa commune, c'est quelqu'un qui va aller à la boulangerie, qui va aller à l'épicerie, parce que clairement, il va pas faire ses courses une fois par semaine au Leclerc. Donc, il va s'arrêter régulièrement, faire des achats.
Et donc, c'est intéressant pour la collectivité qu'elle s'arrête là, et puis aussi les points touristiques, tout simplement. Donc, si on fait des efforts pour attirer ce touriste qui est itinérant et qui s'arrête dans cette commune-là, forcément, il y aura des retombées pour les commerces locaux et pour la population de la commune. Deuxième point, miser sur le cyclotourisme, au-delà de l'aspect monétaire que j'ai un peu détaillé, c'est tout simplement aussi s'inscrire sur une démarche de tourisme plus durable. Si on mise sur le tourisme à vélo, ben, on fait des efforts pour que le tourisme à vélo et donc ou le slow-tourisme se développe au sens large, au-delà de son camping ou de sa collectivité. Et en plus, quand on mise sur le cyclotourisme et enfin, le tourisme à vélo et le cyclocamp, on va faire des installations qui sont éco-conçues. Donc ça, on va le voir en détail après. Troisième point, cyclocamp permet d'obtenir la marque AQV très facilement. Au-delà d'une analyse de marché et des besoins, au-delà de la propre expérience que moi je peux avoir. La conception de Cyclocamp des modules a été faite pour obtenir la marque Accueil Vélo très facilement. On coche toutes les cases du cahier des charges, qu'elles soient les cases obligatoires et même de nombreuses cases optionnelles. Et dernier point, je rebondis sur la première intervention de l'ADEME. Là aussi, les installations que l'on propose permettent de bénéficier des aides de l'État. Pour vous donner une idée, le module prévu pour les campings, on a à peu près 44% d'aide de l'ADEME avec le programme Développer le tourisme. Et sur la partie service, donc plutôt collectivité, on va être autour des 55%. Donc c'est très intéressant. Mhm. Quelques points clés, on en a vaguement parlé. Éco-conception, en fait, l'idée de base, c'est d'utiliser un conteneur fin de vie. Donc, on surcycle un produit pour en créer un nouveau. Du coup, on utilise une structure métallique qui est très robuste et qui est capable de faire le job encore plusieurs années. Et au-delà de ce conteneur, il y a un choix des matériaux qui est responsable. Par exemple, la laine de bois pour l'isolation. On va avoir pas mal d'inox aussi pour tout simplement le côté durable. L'idée, c'est de faire des installations qui durent dans le temps. J'ai pas envie qu'on les change tous les 3 ou 4 ans. Et après, c'est aussi dans la façon de fabriquer. Donc, on fabrique ça à La Rochelle, du côté de la Palisse, pour ceux qui connaissent. Et du coup, dans le choix des partenaires, des fabricants, des sous-traitants, on essaie de faire travailler au maximum le tissu local et pour avoir tout simplement le moins de transport entre les différents composants et les lieux d'assemblage. Deuxième point, c'est une fabrication française, évidemment, vous l'avez compris, à La Rochelle, le long de l'Odyssée. Troisième point, clé en main. Ça, c'est aussi grâce au container, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive avec un module qui est, et le dernier point, installation rapide aussi, on arrive avec un module qui est complètement prééquipé, qui a été réfléchi pour avoir tous les services que le cyclotouriste rêve d'avoir sur son lieu d'étape. Et on arrive, on pose une installation qui est esthétique et qui répond à tous les besoins. Et du coup, ça, c'est très rapide puisqu'on arrive le matin avec un camion grue et le soir, tout est en service. Et dernier point, ça aussi, c'est grâce au container, on a une très faible artificialisation des sols. Donc là aussi, c'est plutôt responsable puisqu'on se pose sur 6 plots béton. Donc, on n'a pas besoin de faire une grosse dalle béton pour s'installer. Passer à la suivante. Donc, à qui s'adressent les solutions cyclocamp? Je l'ai déjà évoqué, hein, vous l'avez compris. Donc, il y a deux types de clientèle, soit les campings, soit les collectivités locales. Et à chaque fois, on va avoir des solutions adaptées aux besoins. Donc, dans les campings, le besoin qu'il peut y avoir, s'ils souhaitent miser sur le tourisme à vélo, ça sera de créer un espace cyclo. Donc, pour ça, on a le module cyclo-accueil que je vais détailler après et qui va permettre de créer un espace de vie, en fait, un espace de convivialité et de service également, autour duquel on va pouvoir faire de l'emplacement nu ou proposer du locatif à la nuitée en cabane. Et la deuxième clientèle, ça va être toutes les collectivités locales territoriales qui vont soit souhaiter faire des aires d'étape, des aires de bivouac, avec le module cyclo-étape que je vais vous expliquer après, ou créer du service, des haltes repos le long des voies vertes, où là, c'est plus l'objectif de faire de la nuitée, mais apporter du service sur le touriste à vélo de passage ou plus généralement n'importe quelle personne qui va passer le long de la voie verte. On va passer à la suivante.
Donc là, on voit le cyclo-accueil. Vous allez comprendre que c'est toujours le même format de module, mais ça va être l'aménagement qui va être différent. Au passage, ces modules-là peuvent être faits sur mesure aussi, ou être adaptés en tout cas sur ces bases-là. Donc là, le module cyclo-accueil, objectif, c'est de créer un espace cyclo dans un camping, et autour de ça, on va créer de l'hébergement en placement nu ou en tente à louer ou cabane à louer. Sur la droite, en fait, vous allez avoir plutôt l'espace de vie qui va être, ou l'espace de convivialité. On va pouvoir manger à l'abri de la pluie et du soleil. On va retrouver une première fontaine à eau, petit clin d'œil à Alexandre. Un évier pour faire sa vaisselle tout simplement. Un premier panneau d'information, on va retrouver toutes les grandes véloroutes de la région où est installé le cyclocamp. Donc ça aussi, l'idée, c'est de favoriser l'interaction entre les voyageurs et puis de dire, ben voilà, moi je viens d'ici, toi tu viens de là-bas, comment c'était, etc. Et dans cet espace-là, sur la droite, du coup, vous allez accéder à la cuisine commune, donc qui est complètement équipée avec des plaques pour faire à manger, un micro-ondes pour réchauffer des choses qu'on aurait pu acheter éventuellement à l'épicerie du camping, un frigo, il y a un deuxième évier, il y a tout un espace de recharge électrique, comme vous voyez la photo en bas à gauche. Là, c'est pour désengorger ce qu'on peut voir des fois dans les campings où tout le monde se rue sur les prises électriques des sanitaires. Donc là, on a 6 prises de 120, 6 prises USB, donc largement de quoi recharger ses téléphones, GPS, etc. On a également un espace, là on verra peut-être la photo après, on a aussi des casiers pour stocker ses affaires, ses bagages, et également pour recharger ses appareils en sécurité. Et tout ça, c'est avec un accès restreint. En fait, le client, à l'accueil du camping, il récupère un badge. Il arrive dans cette zone un peu VIP, on va dire. Donc, c'est que les cyclotouristes qui vont accéder à cet espace-là. Si on fait le tour, là, on va arriver à... Non, je viens de revenir. En haut, on a la partie réparation et gonflage. C'est ce qu'on voit aussi en photo en haut à gauche. Donc là, on a une station de réparation avec tous les outils adaptés au vélo et une station de gonflage électrique avec un compresseur. Donc, c'est hyper confort pour regonfler ses pneus avec un gros manomètre. Si on continue le tour, donc sur la gauche, on va avoir plutôt la partie vélo avec plusieurs arceaux de stationnement vélo abrités également de la pluie. Deux d'entre eux, enfin un arceau est équipé avec 2 prises électriques, donc pour 2 vélos, pour les VAE. Un autre panneau d'information avec une information plus locale avec toutes les pistes cyclables, les points d'intérêt de la commune. Et là, on a accès au local vélo sécurisé où là, on va pouvoir stationner 9 vélos. Et là aussi, on a 2 prises électriques pour les vélos électriques. Et enfin, en bas, on a de quoi nettoyer les vélos pour repartir avec un vélo comme neuf. Voilà pour le premier module. Je vais vous présenter le deuxième, ça va être beaucoup plus rapide, puisque là, en fait, l'idée, c'est de s'installer sur un lieu où il n'y a rien. Autant tout à l'heure, les campings, il y a déjà des sanitaires, donc l'idée, le cyclocamp n'a pas forcément vocation à créer un sanitaire supplémentaire. Là, l'idée, c'est de pouvoir s'implanter dans un lieu où il n'y a rien, en fait, en bordure de voie verte, que ce soit privé ou public, dans un espace appartenant à un agriculteur, un ancien camping, une aire de camping-car. Voilà, il y a plein de lieux où ça pourrait être implanté. Et l'objectif, là, c'est de faire un lieu d'étape complètement autonome, c'est-à-dire enfin, avec un accès autonome où il n'y a pas forcément un bureau d'accueil, puisqu'on a toujours des badges d'accès, mais avec un logiciel qui permet de faire de la réservation et du paiement à distance avec la génération de codes d'accès. Donc là, on va avoir vraiment l'essentiel pour faire son étape. Tous les services autour, ce sont les mêmes, je ne vais pas y revenir. Et à la place de la cuisine, par contre, on va trouver des sanitaires, donc un toilette, une douche, 2 lavabos, et toujours tout ce qui est recharge électrique, parce quand on est en itinérance, on a pas mal de choses à recharger et on n'a pas l'allume-cigare toute la journée. Voilà pour le deuxième. On peut passer au troisième et dernier. Donc là, c'est assez différent puisqu'on est vraiment sur de la halte repos. On n'est pas là pour faire un lieu pour faire de l'hébergement autour. On va vraiment être là pour apporter du service aux cyclotouristes qui est en itinérance à la journée. Donc là, la clientèle, c'est plutôt la collectivité locale qui veut apporter du service.
Du coup, on n'a plus les toiles tendues qui sont très belles et et très pratiques l'été, mais qui sont pas forcément adaptées l'hiver. Donc là, on a l'abri, la partie abri et dans le dur en fait, et à l'intérieur du container avec des grandes ouvertures accessibles, où on va du coup retrouver la table, une grande table de pique-nique, des espaces pour recharger les appareils électroniques, toujours les deux panneaux d'information à l'échelle régionale qu'on voit un petit peu à gauche là, et un autre à l'échelle de la commune. Toujours la fontaine à eau, on aura le plaisir de la référencer sur Gourde Friendly. Le nettoyage vélo, des arceaux vélos, donc là il y en a un peu plus, il y en a 4, donc 8 vélos, des recharges de vélos électriques également, toujours la réparation de vélos, toujours le gonflage des, des pneus, et enfin des toilettes publiques, avec le pari de proposer des toilettes écologiques qui sont des toilettes à séparation, où on va pouvoir stocker l'urine et on va même pouvoir la revaloriser. Donc là, je pense qu'on va au bout du concept, on propose quelque chose pour un tourisme durable, éco-conçu, et derrière, on est capable de collecter l'urine pour la revaloriser sur l'agriculture en tant qu'engrais. Donc tout ça, c'est avec des partenaires, hein. L'idée, c'est de ne pas réinventer des solutions qui sont déjà existantes comme les toilettes. Là, je fais appel à un expert dans le domaine. Et idem pour la revalorisation de l'urine. Et ces toilettes sont en accès PMR. Du coup, c'est vraiment l'idée de faire autant, quitte à investir pour le tourisme à vélo, autant que ce soit des solutions qui puissent être utiles à l'ensemble des concitoyens. Je crois que j'ai fait le tour sur ce module. Voilà. Mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Où on en est aujourd'hui, Cyclocom, c'est assez récent, ça fait 1 an et demi, 2 ans que l'idée a germé suite à un long voyage en famille et puis à travers différents pays en Europe et même en Amérique. Et en fait, l'idée, c'était d'associer cette expérience-là ou ces expériences-là avec mon expérience professionnelle de direction de projet industriel pour créer Cyclocamp. Donc, le temps de faire l'étude de marché au-delà de ma propre expérience, de faire la conception du premier module, l'installation du premier module que vous avez vu en photo s'est faite à La Rochelle et a été testée cette année. Il y a eu 4000 touristes à vélo qui y sont passés avec une très, très bonne satisfaction des services qu'on a pu leur apporter. Je suis largement soutenu et je les remercie par la région Nouvelle-Aquitaine, par La Rochelle, avec les différents programmes d'incubation, d'accélération, d'aide sur la création et le développement d'entreprises. Donc la commercialisation a démarré cet été, c'est assez récent. J'ai beaucoup de projets en cours et je suis très satisfait. L'équipe devrait grossir d'ici la fin de l'année. Et voilà, je suis à votre écoute si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Merci, Bravo Célian. pour cette proposition de valeur très complète et très utile. Peut-être qu'il y a des questions très rapidement, parce qu'on est Non, on va passer au complètement en dernier dehors. intervenant. Le petit mot, le gentil, la Une sécurité. question sur le prix des prestations. Est-ce que vous Alors, les prix des modules. conseil, fabrication des modules? Les modules clés en main, tels que vous avez vu, ils sont entre 40 et 45 000 euros à peu près. Voilà. Sachant que vous avez 6 plots à prévoir pour que pour l'accueillir. Et vous n'avez rien d'autre à faire en haut. S'il y a le transport aussi. Merci. Merci beaucoup, Célian. On va passer donc à notre dernière solution innovante, Deliver Bag, pour le suivi des bagages tout au long du parcours. Pierre-Jean, c'est à toi. Merci Marianne, bravo à tous pour vos présentations, c'était très intéressant. Et merci à tous les participants d'être là sur ce webinaire. Donc moi je suis Pierre-Jean, directeur communication chez Deliver Bag, et du coup je vais vous présenter notre solution de gestion de bagages. Si on peut aller à la slide suivante. Donc Deliver Bag, c'est un concept japonais à la base, qui signifie la livraison et l'expédition rapide de bagages et colis directement à la maison. C'est un concept qui est assez vieux, qui date des années 70 et qui permet justement du coup de livrer les bagages dès l'arrivée en gare ou en aéroport directement dans
notre site d'hébergement, que ce soit un hôtel ou un Airbnb par exemple. Et c'est à la suite de plusieurs voyages au Japon qu'en fait on a découvert ce concept et qu'on s'est dit qu'on pouvait le ramener en France. Alors je veux bien la slide suivante. Donc Deliverbag aujourd'hui, c'est le spécialiste de la gestion de bagages en France et qui propose des services sur mesure et sécurisés de gestion de bagages avec des services de livraison, de consigne et de portage de bagages. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Aujourd'hui, Deliverbag, c'est plus de 150 000 bagages pris en charge. Nous collaborons avec 150 Deliverman et Deliverwoman qui sont référencés, formés au portage de bagages, à la sécurité des bagages et au transport de bagages. Nous collaborons aussi également avec une centaine d'hôtels partout en France, de manière récurrente ou un peu moins. Et également avec une cinquantaine d'agences de voyage et des tours opérateurs. Donc, sur les services que l'on propose, donc les services s'adaptent nous ciblons plus particulièrement les groupes de voyageurs, pardon, avec des services de livraison où en fait nous allons prendre en charge les bagages d'un point A pour les acheminer à un point B. Donc ça, sur des distances un peu plus longues. Donc si on l'imagine sur un itinéraire à vélo, l'idée est du coup d'assister un groupe de cyclotouristes qui décide de faire un itinéraire sur toute la France et la contrainte des bagages arrive assez vite. Soit on a le vélo équipé pour ça, soit c'est un peu plus compliqué. Et du coup, nous, on propose notre assistance, donc c'est-à-dire le matin avant le départ de l'étape, nous collectons les bagages pour ensuite les ramener à la destination suivante et ça tout le long du parcours. Afin de délester les cyclotouristes du bagage et qu'ils soient un peu plus tranquilles sur leurs étapes du voyage. On a aussi la possibilité de mettre des consignes en place, donc en fonction de la durée de l'étape ou s'il n'y a pas besoin forcément de bagages sur la nuit prochaine, on peut évidemment consigner les bagages pour les ramener ensuite à la destination suivante. Et en gros, le portage de bagages, c'est de manière plus pédestre, où en fait, on va mettre un dispositif humain afin d'assister les voyageurs en prenant en charge leur bagage d'un point A à un point B, mais cela d'une manière, d'une distance un peu plus courte. Si on peut aller à la slide suivante. Donc voilà, nos trois piliers, nous, chez Deliverbag, on essaie de s'adapter à tous les besoins, toutes les contraintes de temps, de distance, de nombre de bagages, donc du coup, de nombre de participants, et cela dans toute la France, en étudiant chaque demande et en essayant d'apporter notre solution le plus rapidement possible. Nous sommes très à cheval, évidemment, sur la sécurité des bagages. Tous les services sont opérés en interne avec la géolocalisation en temps réel du transfert des bagages, grâce à un lien Internet qui permet de tracer tout le parcours du chauffeur qui transportera les bagages, avec une responsabilité civile et les assurances qui sont évidemment incluses. Et aussi, donc du coup, là, je m'adresse du coup aux cyclotouristes, mais aussi aux professionnels du tourisme. Nous proposons du coup, dans une valeur ajoutée, un gain de temps et de confort pour les participants et pour les organisateurs de voyages à vélo, ce qui permet du coup aux professionnels de compléter leur offre de services avec un service que l'on estime à prix abordable. Je n'ai pas de prix fixe à vous donner parce que voilà, tout se calcule en fonction des itinéraires, du nombre de personnes et des différentes contraintes que l'on peut rencontrer. Si on peut aller à la slide suivante. Donc voilà, je vous parlais du suivi de la prestation en temps réel avec un service de géolocalisation. Vous êtes informé par mail de chaque étape de là où se trouve le livreur, avec un accès à un lien Internet et un contrôle de signature à la collecte et à la livraison, et la prise de photos en preuve. C'est un système que l'on souhaite mettre en place afin de garantir la sécurité des bagages que l'on transporte. Slide suivante. Voilà, on est aussi on est une entreprise de transport, mais la RSE est un point que l'on souhaite vraiment améliorer chaque jour, où en fait
fait, les trajets que l'on va effectuer en véhicule, par exemple, on va utiliser des camions en aller simple afin d'éviter de faire des voyages à vide au retour. On va essayer aussi d'opérer avec des camions électriques lorsqu'on va opérer en centre-ville. Nous allons effectuer également tous nos déplacements en train afin d'aller à la rencontre des cyclotouristes et des touristes et des professionnels du tourisme pour les assister dans la gestion de bagages. Nous avons un système d'étiquetage aussi avec des étiquettes en papier recyclable et nous sommes en cours de la certification ISO 20121. Slide suivante. Et voilà aussi, donc du coup, nous, depuis 2017, on opère dans toute la France. Alors, on a eu un creux pendant le Covid, un peu comme tout le monde, où voilà, on a repensé notre stratégie à destination des groupes depuis 2021 et en collaborant avec des acteurs du tourisme comme les conventions bureaux et offices de tourisme un peu partout en France et des organismes de vélo comme la Fédération française de vélo, France Vélo Tourisme. Afin de proposer nos services et d'assistance de gestion de bagages sur des groupes qui souhaitent voyager partout en France et également à vélo. Voilà, c'était assez court, assez concis. C'est très clair. Ouais. Je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, on a deux questions. Pierre-Jean, d'abord, travaillez-vous en zone rurale? C'est une question d'Isabelle de Creuse Tourisme. Et Alors si oui, 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 comment? nous, on est disponible partout en France. Donc voilà, en fait, on va étudier chaque demande qui va nous être adressée afin d'y répondre le plus favorablement possible. Comme je le disais, on est disponible pour les groupes à partir de 10 personnes. Donc voilà, qu'est-ce qui constitue un groupe? Voilà, c'est vraiment un minimum de 10 personnes pour nous à notre échelle. Et en fonction de chaque demande, nous, on va évaluer le dispositif adéquat, qu'il soit humain ou de véhicule ou de chauffeur, pour répondre au mieux à la demande et que les clients soient le plus tranquilles possible par rapport à leurs contraintes de bagages, donc que ce soit en ruralité ou en centre-ville. On a l'habitude de travailler en ruralité, mais également aussi en centre-ville, où il y a plusieurs cas de figure. Bon, le loisir qui va être plus en ruralité, mais dans le B2B, où en fait, il y a plusieurs aussi visites de villes qui s'organisent à vélo. Et par exemple, on a déjà fait, par exemple, sur une arrivée en gare, des clients qui vont récupérer directement des vélos et qui n'ont pas forcément la possibilité d'embarquer leur valise soute avec eux. Et du coup, nous, on vient les assister et emmener leur valise à leur destination suivante. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Comme les itinéraires à vélo plus en ruralité, où voilà, on a vraiment accompagné le groupe sur une semaine, 10 jours, sur toute la durée de leur parcours afin de délivrer leur bagage à chaque prochaine étape. Est-ce qu'il y a une distance minimale en dessous de laquelle vous n'assurez pas le service? Non, non. Après, voilà, tout dépend des Sur besoins. Mais mesure. ouais, voilà, on va être vraiment proposer une solution sur mesure et, et essayer de s'adapter à toutes les contraintes des voyageurs. Voilà, j'insiste vraiment sur le fait qu'on fasse du groupe. On a déjà souvent des demandes pour 2, 3, 4 personnes auxquelles on ne peut pas Ouais. encore répondre pour l'instant. D'accord. Mais Et la oui, question oui. de Carole, est-ce qu'à long terme, vous envisageriez, vous pensez opérer avec un nombre de participants un peu plus restreint, un petit groupe de 5 par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible dans un horizon Oui, c'est quelque chose futur? que l'on espère aujourd'hui logistiquement. On va dire que c'est plus simple pour les groupes de voyageurs et comme pour nous d'opérer sur un groupe à partir de 10 personnes. Mais si l'avenir de Deliverbag se porte bien, avec plaisir, on pourra réduire le nombre de participants à 5 personnes, avec plaisir. Jusqu'à l'individuel, jusqu'au service. On peut rêver, oui, et aller jusqu'à l'individuel. Une assistance complète, vraiment en toute la France, en tout temps. Ça serait vraiment quelque chose de super. Il y a des enjeux de rentabilité aussi. Hein, Pardon? Il y a des enjeux de rentabilité. Tout à fait, Vous avez exactement. quelqu'un Et pour aujourd'hui, conduire, l'essence, le parking, voilà. exactement. Et pour l'instant, aujourd'hui, le groupe de 10 personnes est le minimum que l'on puisse faire. On espère bien évidemment réduire le nombre de participants à l'avenir et le proposer de manière plus large à tous les cyclotouristes. Alors, vous transportez les valises, mais est-ce que vous transportez aussi les vélos? J'ai vu la question dans le chat et oui, Ouais, tout à fait, c'est c'est quelque chose possible. qui est possible de faire.
Aujourd'hui, on se rend compte que l'on peut avoir plusieurs contraintes lorsque l'on voyage à vélo. Déjà, arriver à la première étape, on a la possibilité souvent de prendre le train. Et le train n'accueille pas forcément les vélos. Soit ils ont des wagons dédiés, soit il doit être donc démonté. C'est une contrainte parfois pour les voyageurs qui ne sont pas forcément équipés de vélos qui répondent à ces questions-là. Nous, on a l'habitude également aussi de transporter les vélos. Voilà, donc comme ça, les voyageurs peuvent arriver à leur première étape sans leur bagage et sans leur vélo et les récupérer ensuite tout le long de leur parcours. Vraiment, le bagage vélo aussi peut être considéré comme un bagage chez nous et nous permet aussi de répondre à cette demande-là, oui. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. On a légèrement dépassé le temps, mais voilà, c'est la preuve d'échanges passionnants. Merci beaucoup à tous nos intervenants et merci beaucoup à vous tous participants. Frédéric, tu veux ajouter quelque chose? C'était super de vous entendre. Merci aussi oui, pour la qualité des questions. Je crois qu'il y a, voilà, il y a un engouement, il y a un intérêt vraiment partagé. Donc, il y aura peut-être un deuxième volet de ce webinaire, puisqu'on on a encore aussi d'autres startups à initiatives innovantes à valoriser. On a des expérimentations en cours dans la Meuse, là, avec Caravelo, c'est tout nouveau. On a Home Camper aussi qui propose aux particuliers de mettre à disposition un espace de camping dans leur jardin. Dans les zones un peu voilà, où il n'y a pas d'hébergement. Enfin, il y a plein d'opportunités comme ça qu'il faut faire rayonner, partager. Et c'est vraiment en travaillant ensemble sur tout ça qu'on va pouvoir répondre aux attentes. Un grand merci. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Donc, on a un programme très dense là sur la fin de l'année. On a un prochain webinaire donc, sur l'accessibilité, hein, Marianne, oui, le 13 novembre, le mercredi 13 novembre à 10h. Voilà, donc là, on va travailler sur un peu l'héritage des Paralympiques et voir aussi tout ce foisonnement d'initiatives innovantes par typologie de handicap. On aura des personnalités aussi qui vont intervenir pour apporter leur regard d'expert. Et puis ensuite, on aura un webinaire sur le no-tourisme et un dernier sur la gastronomie. Donc voilà, une fin d'année intéressante sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et on compte sur vous. N'hésitez pas à faire connaître aussi les webinaires Tourisme Innov. S'il y a des sujets que vous souhaitez voir à l'ordre du jour, on est là à votre écoute. Donc vous pouvez les exprimer aussi dans le chat. Et si vous souhaitez aussi intervenir, on serait ravis de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour un nouveau webinaire Tourisme Innov. À bientôt. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci.